Donc, tenez-vous correctement. Monsieur Gilles Abry. Monsieur Gérard André. Madame Catherine Bardot, absente excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Boucher. Madame Delphine Poudroux, absente excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Henriat. Monsieur Christophe Bonnefond. Il va arriver. Monsieur François Boucher, absent excusé, ayant donné pouvoir à Madame Patouret. Monsieur Alexandre Bouchier. Monsieur Philippe Burier. Madame Marie-Laure Capitain. Madame Sylvie Charpignon. Ah, elle va arriver, sa veste. Monsieur Cédric Clèche. Madame Frédérique Collat. Monsieur Jérôme Delaveau. Monsieur Christian Deschamps, absent excusé, ayant donné pouvoir à Madame Grémy. Monsieur Grégory Dort. Présent. Monsieur Michel Ducroux. Madame Irène Hurlier. Madame Marie Évrard, absente excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Ducroux. Madame Elisabeth Fracetto, absente excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Terrasson. Madame Isabelle Froment-Meurice. Monsieur Jean-Luc Givors. Madame Delphine Grémy. Madame Arminda Guiblin. Madame Najiba Djali. Monsieur Jordan Etzman. Monsieur Pascal Henriat. Madame Isabelle Joaquina, absente excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Bonnefond. Monsieur Philippe Lardin, absent excusé, ayant donné pouvoir à Madame Charpignon. Madame Colette Lerman. Madame Catherine Maudet, absente excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Delaveau. Madame Emmanuelle Mirdin. Madame Sonia Patouret, donc présente. Madame Ghislaine Pieux. Monsieur Gilles Pirement, absent excusé, ayant donné pouvoir à Madame Pieux. Madame Clarisse Quentin. Monsieur Jean-Pierre Raoult. Madame Dominique Sinaud, absente. Monsieur Magloire Siopatis, absent excusé, ayant donné pouvoir à Madame Guiblin. Monsieur Lionel Terrasson. Madame Catherine Tronel. Monsieur Yves Vectin, absent excusé, ayant donné pouvoir à Madame Adjali. Et Monsieur André Villiers, absent. Merci, chers collègues. Donc, rapport suivant, si je peux dire, admission en valeur de créances irrécouvrables. Rapporteur Michel Ducroux. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'état des propositions d'admission en non-valeur constatées en 2026 a été adressé par Monsieur le payeur départemental. Ces propositions ont fait l'objet d'une étude par les services intéressés et malgré les poursuites légales opérées par le comptable, ces produits restent irrécouvrables. Je vous précise que l'admission en non-valeur a pour sujet de faire provisoirement des démarches afin de faire disparaître dans l'état du département, les créances jugées absolument irrécouvrables. Il est proposé l'admission en non-valeur de 36 créances irrécouvrables hors effacement de dette, réparties entre 28 débiteurs pour un montant de 24 066 022 €. Le montant total des admissions en non-valeur pour l'année 2025 était de 595 000 €, dont 410 000 pour le premier volet. Ce premier volet 2026 est donc très faible. Mais le montant présenté au deuxième volet, comme vous l'avez indiqué notre président ce matin, devrait être beaucoup plus conséquent. Donc les créances, vous avez la répartition des créances, 73,8% sont liées au RSA et 22% pour les obligés alimentaires. Le deuxième volet des admissions en non-valeur des créances irrécouvrables au motif de non-effacement de dette s'élève à 4 961 €,05. Ces crédits ont été inscrits dans le cadre de la DM qui vous a été présentée ce matin. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour cette précision, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Ne vous bousculez pas, je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Rapport suivant. Rapport numéro 23, décision modificative numéro 1 de l'exercice 2026 du budget annexe du foyer départemental de l'enfance. Rapporteur Arminda Guiblin a reçu un avis favorable en deuxième et quatrième commission. Merci. Voici désormais la décision modificative numéro 1 du budget annexe du foyer départemental de l'enfance.
Elle permet essentiellement de reprendre nos résultats d'investissement. Alors, en fonctionnement, une écriture minime de 650 € est nécessaire. Il s'agit de la reprise de provision pure dépréciation des actifs circulants pour un montant de 650 €. La provision pour créance douteuse peut être annulée car elle est devenue sans objet. En investissement, il vous est proposé la reprise du résultat excédentaire et une affectation partielle pour des travaux et des cautions. Sur les 1,5 million de résultats excédentaires de 2025, il est donc proposé de prendre 16 000 € pour les cautions et 50 000 pour des travaux dans l'actuel foyer de l'enfance et les 650 € de reprise de provision. Le résultat à reprendre est donc légèrement réduit pour s'établir à 1 430 000 €. L'équilibre de l'ADM numéro 1 du budget annexe s'établit donc comme suit. 1 496 178 € en dépenses et en recettes, dont 650 € en fonctionnement et d'1 495 528 € en investissement. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 24, rapport annuel 2025 du délégataire de service public pour l'exploitation du château de Maulnes. Rapporteur Isabelle Froment-Meurice a reçu un avis favorable en deuxième et première commission. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous présente donc le rapport annuel du délégataire Alfran de la délégation de service public du château de Maulnes, qui entre donc en fait dans sa dernière année, puisque là on voit sur l'exercice 2025 du contrat de la délégation de service public signé en 2019. Pour mémoire, nous avons re-signé avec le même délégataire pour 10 ans cette fois-ci, avec un programme d'investissement ambitieux. Mais là, on est sur la fin de la DSP, avec des objectifs qui sont quand même très bien, enfin qu'on a considérés comme tout à fait encourageants justement. Ça a permis de bonifier, si je puis dire, la candidature d'Alfran pour le deuxième tour. Puisque je rappelle qu'on a pris d'abord d'un point de vue financier, cette délégation de service public, elle coûte toujours moins cher au département que lorsque le château de Maulnes était exploité en régie. Quand on a donné le château de Maulnes en régie, quand on l'exploitait en régie, ça nous coûtait 160 000 € par an et ça faisait venir à peu près 5 000 visiteurs, 5 500 dans les bonnes années. Et voilà, aujourd'hui, on dépense à peu près 140 000 € pour la délégation du château de Maulnes et on a passé le cadre des 16 000 visiteurs. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme progression de la fréquentation malgré le début de la DSP qui a été un peu houleux puisque ça a commencé pendant le Covid. Donc, d'où le fait d'ailleurs qu'on a prorogé d'1 an la DSP qui était originellement de 5 ans. Ce rapport annuel, il est présenté ici succinctement, mais il a fait l'objet de 2 présentations. D'abord parce qu'il y a un comité de pilotage qui est un peu un organe informel, mais qui se réunit relativement souvent, genre 2 fois par an. J'ai avec moi ma collègue Catherine Tronel qui en fait partie, mais il y a aussi le maire de Cruzy-le-Châtel, évidemment. Plus quelques autres personnes, Christophe, je crois, qui en fait partie aussi, puisque lui suit le côté bâtimentaire. Et puis, il y a la formation spécifique, qui est la commission de délégation de services publics, dont je suis également membre, et qui a accepté ce rapport sans aucune réserve du délégataire. Donc, les principaux indicateurs que je voudrais vous faire partager sur cette délégation, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aménagements. On revient à la slide d'avant, s'il vous plaît. Là, il y a eu beaucoup d'aménagements effectués par le délégataire durant les 6 ans du contrat. Il y a eu un ensemble mobilier Renaissance en chêne, fabriqué sur mesure. Vous savez que le château n'a jamais été meublé, mais il s'agissait de donner une idée
de ce que pouvait être le mobilier à la Renaissance aux visiteurs. Donc, il ne s'agissait pas de meubler tout le château, mais de faire un exemple, avec des exemples de costumes d'époque qui ont été très travaillés. La draque est extrêmement présente à Maulne, donc il ne s'agit surtout pas de travailler hors sol, etc. Donc, on a la draque, on a les bâtiments de France, évidemment, et on a aussi un comité scientifique qui appuie le délégataire, qui est composé de gens qui connaissaient particulièrement bien cette période. Avec donc des panneaux explicatifs qui ont été faits sur la vie de la Renaissance, sur le couple Louise de Clermont et Antoine de Crussol, des accessoires manipulables, des maquettes en 2D ou en 3D, des jeux pédagogiques, et Clou, qui a été inauguré il y a quelques semaines, la mise en œuvre des jardins. Alors évidemment, ça ne se voit pas encore sur la photo. Puis, par ailleurs, avec la sécheresse, je ne sais pas si, j'espère que ça va pousser, mais ça risque d'être un peu compliqué, malgré la présence de la source dans le château. Mais il n'y a pas prévu de système d'irrigation à ma connaissance. Donc voilà. Donc des investissements qui ont été faits par le délégataire. On peut passer du coup la slide d'après, qui explique donc ce que je vous disais tout à l'heure, la fréquentation donc multipliée par 3 en l'espace des 6 ans, on va dire, des recettes d'exploitation qui augmentent. Ces recettes d'exploitation, elles sont en partie faites par la billetterie, mais il y a aussi, ils ont fait une boutique extrêmement dynamique à l'entrée du musée dans les communs, enfin dans le château, à l'entrée du château dans les communs, qui marche très bien parce qu'ils ont mis des choses intelligentes qui se vendent très bien, avec de la petite restauration qui marche très bien. Ça leur permet d'augmenter leurs recettes, puisque chacun sait que la billetterie ne fait pas tout. Et ils ont mis en œuvre une programmation et animation culturelle très dynamique, avec énormément d'événements. Et une communication numérique et traditionnelle qui marche très bien. Voilà, donc ça marche bien. Il y a à peu près, ce qui est important, c'est l'insertion et l'intelligence dont a fait preuve le délégataire pour s'insérer dans le tissu local, ce qui ne sera pas démenti, je pense, par les conseillers départementaux du canton, puisque à peu près 65% des dépenses du délégataire sont faites très localement, alors localement, très localement, et puis localement un tout petit peu plus loin, mais ça reste dans la Bourgogne-Franche-Comté, et ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'ils ont bien pris racine, si je puis dire, à Maulne, et qu'on est très content de les avoir renommés pour une durée de 10 ans supplémentaires. Voilà pour le rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, chers collègues. Oui, c'est une prise d'acte. Simplement saluer les nombreux élus qui étaient présents donc, à l'inauguration des jardins et la très belle exposition Léonard de Vinci, génie de la Renaissance, avec des belles machines à l'intérieur du château. Donc c'est une prise d'acte. Rapport suivant. Rapport numéro 25, rapport annuel 2025 de la Société d'économie mixte immobilière Lyon Équipement, rapporteur Isabelle Froment-Meurice, a reçu un avis favorable des deuxième et première commissions. Alors, je reprends la parole pour vous présenter Lyon Équipement. Beaucoup d'entre vous connaissent cette société mixte qui est présidée par notre collègue absent François Boucher. J'espérais qu'il serait là pour m'épauler au cas de questions particulièrement tricky ou bref. Mais voilà, en fait, depuis, alors là, on est content parce qu'on a fait un grand progrès dans la transparence. Il y a maintenant une présentation que je souhaite rendre annuelle de l'activité de Lyon Équipement, dont je rappelle le département possède 17% des actions. Devant la première et la deuxième commission, puisqu'il s'agit d'une présentation mixte, pour expliquer quelles sont les opérations immobilières réalisées ou en cours, la composition des différentes instances, les principales activités, la situation financière en 2025, les perspectives de développement et les évolutions de l'actionnariat s'il y en a.
Donc tout ça nous a été présenté en première et deuxième com. Il y a eu les chiffres clés de l'année 2025, c'est donc... alors, ça comporte aussi un peu l'historique, parce qu'il n'y a pas eu 107 projets en 2025 même, mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été suivis. Beaucoup sont réalisés à la fois... Vous vous rappelez que Ion Équipement, c'est une foncière, en fait, pour l'immobilier d'entreprise, qui investit directement dans des bâtiments ou qui fait beaucoup de reconversions. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur les reconversions de différentes friches industrielles et qui investit et puis ensuite met en location pendant une certaine durée les immeubles, puis ensuite les revend la plupart du temps à l'entreprise, parce que ça permet à l'entreprise de ne pas alourdir son bilan terriblement, de lancer son activité et, si elle le souhaite, de racheter l'immeuble au bout d'un certain temps quand l'activité est bien installée. Donc, il y a eu 132 000 m² de construits, 60 000 m² de réhabilités, un chiffre d'affaires de 3 954 000 euros, un produit d'exploitation de 4 955 000 euros, des charges d'exploitation de 4 millions, environ 4 millions, dont 741 000 de charges salariales. Et le bénéfice de l'exercice 2025, l'exercice 2025, c'est celui de 2024, très exactement, qui est clôturé avec un bénéfice de 389 000 euros, et celui de celui de 2025, puisque nous avons passé l'Assemblée générale extraordinaire, excusez-moi. Juste là, on vient de le passer, donc c'est le bénéfice de cette année. Les capitaux propres se montent à 10 millions d'euros. Et puis, au bilan, c'est évidemment beaucoup plus important, puisqu'il y a tous les immeubles qui ont été construits par Ion Équipement. Voilà, donc c'est une structure qui fonctionne. Il y a eu quelques interrogations du côté de la Cour des comptes sur la gouvernance qui vont être remises d'aplomb. À part ça, il y a eu des questionnements sur le couple, qui est toujours un peu curieux, entre la SEM, qui est celle qu'on vous présente, et l'association Ion Développement. Mais aujourd'hui, tout le personnel est passé chez la SEM Ion Équipement, ce qui rend la structure beaucoup plus lisible, en tous les cas financièrement parlant. Voilà ce que je peux vous raconter de ça, puisque j'y siège désormais avec Gérard André, puisque nous sommes les deux représentants au conseil d'administration. Voilà. Merci, chers collègues, pour cette présentation. Oui, exercice de transparence, on n'avait pas ce rapport, donc il était nécessaire de le partager. Absolument, c'est ce qu'on a obtenu en première commission. Donc voilà. Il nous est demandé de prendre acte de ce rapport. Je vous en remercie. Rapport suivant. Ah, pardon. Excusez-moi, madame. Juste une question que je pose parce que on s'est tous souvenus des discussions lors de la loi NOTRe pour se séparer de l'activité économique, etc. Et du coup, la question qu'on peut se poser 10 ans après, environ, c'est est-ce que cette structure, aujourd'hui, étant donné l'existence de l'AER et de la foncière régionale, a encore vraiment une utilité dans les territoires, ou du moins justifie-t-elle l'investissement des collectivités locales qui pourraient être aidées par ailleurs? C'est juste une question absolument candide, même si je vois que les résultats... c'est pas une question sur la solidité de la structure, hein, c'est sur son utilité par rapport aux autres instruments qui ont pu être mis en œuvre à l'échelle de la région. Merci. Gilles Abry. Oui, moi je vais me permettre de te répondre, Irène, parce que c'est absolument indispensable que cette société continue d'exister, qui n'a rien à voir avec la société, les différentes sociétés d'investissement, de portage. Là, ils font avant tout du développement économique, de la recherche d'entreprises,
et c'est indispensable pour le territoire et les collectivités locales qui n'ont pas les moyens et cette force de frappe qu'a la SEM Lyon Équipement. Très bien. Isabelle? Alors, sans contredire Gilles, mais pour répondre très précisément au fait que ta question, Irène, elle porte sur les moyens. Et en fait, les collectivités ne contribuent pas. Ils ont acheté des parts d'origine, qu'ils restent au capital. Il n'y a pas eu de montée en capital, il n'y a pas eu de demande. Et je me permets de faire le rapprochement, parce que je viens de faire un audit pour la même SEM en Guadeloupe, où là, la SEM augmente sa capacité d'investissement en faisant systématiquement des augmentations de capital, et donc finalement elle fait mettre au pot la région, les collectivités qui amènent. Là, ça n'a pas du tout été le cas, donc en fait le capital ne bouge pas, il n'y a pas de contribution qui soit demandée aux collectivités, autre le fait que d'acheter la part. Elle s'est constituée elle-même un fonds de roulement qui lui permet d'investir ou de négocier des emprunts, ce qui fait qu'elle est complètement autonome de ce côté-là. Elle n'a pas besoin d'accroître son capital systématiquement. Donc en fait, c'est vraiment ce que disait Gilles, un instrument totalement complémentaire qui fonctionne sans aide et qui arrive à s'auto-réguler complètement pour aller chercher au plus près et adapter au plus près de la demande des entreprises. Elle a sa mission de prospection, donc elle va chercher les entreprises. Quand elle en a sur place, elle les accompagne par les missions d'AMO dans leur propre développement pour adapter au mieux le bâtiment qu'ils occupent ou chercher un bâtiment adjacent. Et tout ça sans faire appel, et c'est ça qui est très important, aux finances des collectivités qui sont actionnaires de cette structure. Donc c'est vraiment un modèle de développement que je tiens à souligner, parce que encore une fois, j'ai fait l'audit d'une SEM pour mon cabinet en Guadeloupe. La région, elle fait des augmentations de capital à tirer en voiture, en voilà, et c'est la seule façon qu'elle trouve de financer ses investissements, ce qui n'est pas le cas là. Donc c'est vraiment sur cette question précise. Merci pour ces précisions. Plus de prise de parole. Donc on passe au rapport suivant. Encore une prise d'acte, cher secrétaire. Rapport numéro 26, rapport annuel 2025 de la délégation de service public de la société Iconic. Le rapport a été complété par un envoi complémentaire intégrant le rapport d'activité et le rapport d'analyse financière annexé. Rapporteur Pascal Henriat a reçu un avis favorable des 6e et 2e commissions. Chers collègues, je fais mon retour avec plaisir. Donc, il vous est demandé aujourd'hui de prendre acte du rapport annuel d'activité de notre délégataire Iconic, je le rappelle, groupe Infra Altitude. La bonne nouvelle, c'est que la phase de construction du réseau approche désormais à son terme. Les situations de blocage diminuent progressivement et la quasi-totalité des prises prévues sont aujourd'hui réalisées. Le réseau compte désormais plus de 131 000 prises déployées et plus de 73 000 abonnés raccordés, soit un taux de pénétration de 56%. Quand on parle des abonnés raccordés, ça veut dire ceux qui ont pris un abonnement auprès d'un opérateur commercial, quel qu'il soit. Le principal point l'exploitation du réseau apparaît désormais globalement satisfaisante, avec des délais d'intervention qui sont maîtrisés et une amélioration du taux de raccordement. Le principal point de vigilance demeure toutefois le niveau de commercialisation réalisé auprès des opérateurs commerciaux, comme je vous l'indiquais auparavant, inférieur d'environ 25% aux hypothèses retenues lors de la signature de la DSP en 2020. Plusieurs raisons expliquent cet écart. Certains habitants sont encore attachés à leur ADSL et ne comprennent pas l'arrêt du cuivre, réseau qui, je le rappelle, sera coupé définitivement en France à partir de 2030, et nous avons déjà des communes dans Lyon dès cette année de 2026-2027, ça va s'étaler jusqu'en 2030. Donc, par étapes, d'autres hésitent devant les travaux nécessaires ou préfèrent des solutions alternatives comme les types offre box ou satellites qui sont déployés par les opérateurs commerciaux et qui font de la concurrence, je le dis sincèrement, auprès de nos opérateurs. La FIDRE est un peu victime de son propre succès. Tant que l'ancien réseau fonctionne, certains repoussent le moment du changement. Il conviendra donc de suivre avec attention l'impact de cette situation sur l'équilibre économique de la concession que nous avons fait avec la délégation de service public. Je vous propose simplement de prendre acte de ce rapport annuel d'activité
qui confirment que notre réseau est aujourd'hui largement achevé et entre progressivement dans une phase de pleine exploitation. Merci. Merci pour cette synthèse, chers collègues. Est-ce qu'il y a des observations, des questionnements sur ce rapport? On attend la phase 2 avec impatience. Soria, oui. La phase 2 avec des usages. Le SDUN avec l'ADN, Agence départementale du numérique, dont on vous parlera à la rentrée. Voilà, et je remercie, j'ai déjà des collègues maires présents autour de cette table, pour certains, je ne citerai pas de nom, mais Christophe Bonnefond se reconnaîtra, qui nous ont dit qu'ils seront prêts à adhérer le moment venu à notre agence. Merci. Merci. Rapport suivant, chers collègues. Rapport numéro 27, bilan pacte territoire 2022-2026. Une version actualisée de la brochure bilan du pacte territoire a été annexée au rapport. Rapporteur Alexandre Bouchier a reçu un avis favorable en deuxième commission. Très bien, je vous remercie Madame le Secrétaire. Monsieur le Président, chers collègues, l'heure est venue de faire le bilan de notre pacte de territoire. Il s'agit à cet instant précis de prendre acte et de partager cet élan, cet effort, cet engagement du Conseil départemental de l'Yonne, de chacune et de chacun d'entre vous, au travers de ces comités locaux de suivi de nos services, sous l'impulsion d'une volonté politique affichée et engagée auprès des communes, de la plus petite à la plus grande, en passant évidemment par les EPCI, des agglomérations et des syndicats à vocation scolaire. En 2022, le 18 mars, il était pour nous le moment de renforcer l'action du Conseil départemental avec le vote solennel de notre pacte de territoire doté à l'époque de 32 millions d'euros, puis de 3 millions d'euros supplémentaires. Et je dois le dire avec une certaine fierté, avec le président Patrick Gendreau, avec François Boucher au départ, avec Marie-Laure Capitain, avec l'ensemble des conseillers départementaux qu'ils siègent sur n'importe quel banc de cette Assemblée, nous avons fait du bon boulot. Un département dans son rôle de stratège et d'animateur des politiques publiques, un département interlocuteur privilégié des communes, des intercos, des territoires. Un département qui a su convaincre de la bonne ventilation des crédits déployés de manière claire et équitable sur l'ensemble des territoires et surtout un dispositif souple, techniquement surmontable, accompagnant, aidant, soutenant et félicité pour la rapidité du traitement de ces dossiers. Rien que pour cela, à mon avis, l'Association des maires de Lyon devrait nous remettre une Marianne symbolique de notre engagement. Quel beau projet, quelle belle aide, une aide au développement, à l'attractivité de nos territoires. Donc pour rappel, 3 dispositifs, l'enveloppe Village de Lyon, 15 millions d'euros, l'enveloppe Ambition pour Lyon, 20 millions d'euros, et l'enveloppe de grands projets à rayonnement départemental. 56 comités locaux de suivi entre 2022 et 2025, un guide dès le départ pour accompagner les élus avec nos services, avec les élus que vous êtes ici même dans le cadre de ces comités, et c'était faire bien et bien faire. Concrètement, nous avons déployé un véritable levier colossal d'investissement, 35,5 millions d'euros de subventions votées ici même pour 181 millions d'euros d'investissement public pour l'essor de l'emploi, de l'économie, de la commande publique. Notre économie et notre économie iconaise prioritairement du circuit court labellisé, localisé. Un engagement politique clair avec des politiques du quotidien, des politiques structurantes, que ce soit au niveau patrimonial, un peu plus de 6,5 millions d'euros, des politiques sportives et loisirs, 6 millions d'euros, des politiques solidaires, 5,4 millions d'euros, de l'aménagement, 4,6 millions d'euros, du développement durable, 3,5 millions d'euros, des projets scolaires, 2,9 millions d'euros, de la voirie, de la sécurité, de l'incendie, 1,8 million d'euros. Et tout cela autour de la politique aussi de tourisme. 712 projets villages, 105 projets ambition, 4 grands projets à rayonnement. C'est véritablement un succès que de ce pacte de territoire. Il est mis en avant par les élus locaux. Cette brochure, évidemment, vous l'avez toutes et tous entre les mains. C'est un bel outil. Ce pacte s'achève, un nouveau pacte arrivera, Monsieur le Président. Il faudra effectivement adapter peut-être notre règlement, mais une chose est sûre, c'est que l'investissement, l'engagement que chacun et chacune d'entre vous au niveau de ce pacte de territoire a été exemplaire et nous avons veillé au mieux pour accompagner, déployer les synergies sur les territoires. Voilà pour cette prise d'acte, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette belle synthèse. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des observations sur ce pacte de territoire ? 181 millions d'euros d'investissement
effet levier pour nos entreprises. Et je peux vous le dire qu'elles suivent ça de très près. Monsieur Jean-Pierre Raoult. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, oui, concernant le pacte de territoire, je suis à fond pour le pacte de territoire. Simplement, quand des élus du territoire vous manifestent leur inquiétude sur un projet en disant écoutez, est-ce que c'est cohérent de financer? Je crois qu'il faudrait être plus entendu ou aller plus en avant sur la recherche d'informations quant à ce projet, puisque le projet, on l'a évoqué avec Monsieur le Préfet tout à l'heure, et je pense que c'est toujours la même chose. Il faut rester prudent compte tenu, même si les sommes à débloquer semblent importantes, je pense qu'il faut bien flécher les projets et écouter les élus locaux. Merci. Oui, on revient toujours au sujet de Charnier et de Puisé pour ne pas le citer. Irène, je vois, Olrier souhaitait s'exprimer. Oui, sur le bilan, on va en prendre acte, mais s'il devrait y avoir une deuxième édition de ce pacte, moi je souhaiterais que ce qui a été dit ce matin sur l'adaptation notamment des locaux scolaires, écoles pour les mairies et pour nos collèges, puisse vraiment être priorisé, étant donné la situation actuelle. Je pense que vous en avez peut-être parlé avant que j'arrive ce matin, mais j'aimerais bien, notre collègue Alexandre parlait d'adaptation du règlement. Ce serait bien qu'on soit tous associés pour se mettre d'accord sur ce règlement et que ces questions de transition écologique soient vraiment prises en compte. Oui, Alexandre Bouchier. Un élément important dans le cadre de notre pacte de territoire, c'est que la majeure partie des décisions, sinon quasiment toutes, sont prises lors des comités locaux. Et donc, on aborde les projets, on les travaille ensemble. Donc, voilà. Et donc, il faut aussi garder un maximum de souplesse dans le cadre des règlements. Il peut toujours y avoir des écarts, peut-être, d'accord. Mais en tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, voyons plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Le bilan est bon, nous avons bien travaillé, toutes et tous, sans distinction, véritablement. Oui, le côté positif, effectivement, c'est il y aura un pacte de territoire numéro 2 qui serait porté, si vous en êtes d'accord, bien évidemment, à hauteur de 20 millions d'euros, compte tenu du contexte. Je pense que c'est quand même un sacré gageur. Bien évidemment, après, c'est la réflexion des élus d'intégrer dans le règlement d'autres sujets qui peuvent être abordés. Moi, je suis tout à fait ouvert, bien évidemment, compte tenu du contexte, qu'il évolue, voilà, bien évidemment, en toute transparence, sachant que les comités locaux de suivi, c'est là que ça se décide. Vous avez des territoires où c'est un peu bizarre, où l'enveloppe a été répartie, voilà, donc il faut aussi que les territoires écoutent, bien évidemment, leurs conseillers départementaux, et que l'enveloppe ne soit pas déjà répartie et les projets déjà distribués avant qu'il y ait les comités locaux de suivi. Voilà. Mais bien évidemment, sur le règlement, on peut toujours s'améliorer et rajouter un certain nombre d'éléments. Sans trop de technocratie. Oui, bien sûr. On ne va pas remettre de la bureaucratie. Oui, Isabelle. Alors, je précise que sur le comité local de suivi de Puisay, puisque nous sommes dedans, tout le monde a marqué son opposition à l'école de Charny. Voilà. Après, ça a été voté et la subvention a été attribuée. Mais voilà. Très bien. Nous avons pris acte et j'espère que... Ah, pardon. Excuse-moi, Arminda. Pas de souci. Et moi, je tenais juste à faire une remarque par rapport au pacte territoire où je souhaitais vraiment remercier le département lors de notre demande de dossier pour le pôle de service de la commanderie. On a eu effectivement un dossier qui a été validé par le département, donc c'est pas une somme qui est négligeable, 350 000 euros, et c'est quelque chose qui nous aide énormément, puisque aujourd'hui, avec ce que disait Monsieur le Préfet tout à l'heure, les subventions sont en baisse et très honnêtement, voilà, c'est un gros projet et sans ces 350 000 euros, ça nous aurait mis... je veux dire, on est toujours en difficulté, on aimerait bien avoir un peu plus de subventions, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. Et je pense, au-delà de vraiment inscrire des choses bien définies sur un règlement, mais au moins d'avoir une précision sur ce qui peut être subventionné et comment,
Je pense que ça peut être bien aussi, ça évite des surprises pour certaines collectivités. Par exemple, un projet qui ne serait pas pris en compte, ça évite de faire des demandes de dossiers. Mais bon, je pense que c'est assez large. En tout cas, moi, je tenais vraiment à remercier ici le département de l'aide qui nous a été octroyée. Merci, chers collègues, ça fait du bien. Rapport suivant. Rapport numéro 28, Pacte territoire, attribution de subventions au titre des dispositifs Village de Lyon Plus et Ambition pour Lyon. Rapporteur Alexandre Bouchier a reçu un avis favorable en deuxième commission. Hop, c'est reparti. Donc, 17 dossiers qui vous sont ici présentés, donc pour un montant d'un peu plus de 400 000 euros, 400 774 euros. On va du côté de Blénil-Carreau pour la sécurisation du lavoir pour 10 000 euros, du côté de Beurre-sans-Note pour une réhabilitation électrique de l'église Saint-Nicolas pour 4 131 euros, du côté de Brion pour la toiture de la bibliothèque, 4 688 euros, Châtel-Sansoir, le port réhabilité, donc c'est de cette saison pour 31 000 euros. Et donc vous avez l'ensemble de la liste ensuite pour chacune des communes concernées, donc du côté de Crin, Lésine, Lose, Parois, Surtelon, Pimel, Saint-Denis-des-Sens, Sommes-Caisse, Trichet, Vaudeur, Verlin et Villeneuve-Saint-Salve. Et bien sûr, dans le cadre du projet Ambition, là on est sur la commune d'Héry, et c'est un montant plus conséquent puisqu'il s'agit d'un montant de 203 498 euros pour la construction du dortoir et la réhabilitation de l'école maternelle, si je ne me trompe pas. Voilà, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport? Oui, Gérard. Non, à ce titre, au nom de la municipalité, je voudrais vous remercier parce que la DETR n'a pas été attribuée alors qu'elle avait été promise par la sous-préfète d'Auxerre. Et donc, il s'est posé la question de savoir si le département allait quand même attribuer une subvention. C'était pour les dortoirs de l'école maternelle. Donc, je sais qu'il y a eu une réunion à une époque, et il y a eu un effort de fait, et la promesse était tenue d'accorder cette somme à la commune d'Héry. Voilà, donc je vous en remercie. Merci, chers collègues. Oui, Alexandre Bouchier. Oui, il est important de rappeler aussi que sur certains dossiers, des engagements de l'État n'ont pas été tenus. Que ça soit ici, que ça soit dans le nord du département. Et ce matin, Monsieur le Préfet avait tout loisir de nous expliquer qu'effectivement, on reporterait sur l'année suivante. Non, c'est pas ça, c'est pas la réalité. Donc on va pas ce matin, j'ai pas souhaité intervenir parce que voilà, c'était de bon ton. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il y a des engagements qui doivent être tenus. On travaille notamment sur les projets scolaires, sur des cartographies scolaires. Il y a eu des demandes de regroupement qui ont été faites sur différents endroits du territoire, que ça soit en Puisée, que ça soit du côté du nord du département. Et à un moment donné, les collectivités ont été lâchées. Et c'est pas une fois que le projet est bien avancé qu'il faut dire non. C'est pas une fois que les études pour plusieurs centaines de milliers d'euros sont engagées qu'il faut dire non. C'est en amont. Voilà. Et ça... Voilà, à un moment donné, il faut que chacun aussi endosse ses responsabilités. Jusqu'à preuve du contraire, chacune des communes a la liberté de choisir ses projets, de monter ses dossiers et de voter ses budgets en équilibre, contrairement à l'État. Voilà. Et à un moment donné, je crois qu'il serait préférable, en amont des dossiers, de mettre un coup d'arrêt. Sachant que sur certains dossiers, comme sur le nord du département, il y a eu des rencontres qui ont été faites avec les services de l'inspection académique. Et je crois que ça a été aussi le cas sur la Puisée, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Oui, pardon. Attendez. Delphine Grémy souhaitait s'exprimer. Oui, j'avais dit que je ne parlais pas parce qu'il faut qu'on s'en aille de bonne heure, mais je vais quand même le dire. On est effectivement victime de ça. Quand on dit Gâtinais, 3 ans qu'on bosse sur le CIVOS du nord du Gâtinais, avec la promesse de 350 000 euros fléchés. On a gardé en retenant plein de projets, en refusant plein de projets, en disant aux communes, c'est un projet collectif du territoire, donc on ne finance pas les vôtres, etc., etc. On a eu beaucoup de rencontres, notamment avec la sous-préfète, une rencontre totalement inutile, évidemment. Effectivement, ils auraient dû dire non il y a longtemps, parce que DETR promise jusqu'au dernier moment, et il y a un mois, DETR refusé, avec lâcheté, parce qu'il y a une commune, Ville-Thierry, qui émettait quelques réserves, quelques questions sur sa solvabilité financière. Peut-être y avait-il des solutions de les aider autrement, mais c'était le prétexte pour annuler le projet et de ne pas donner la DETR. Aujourd'hui, 3 ans de prévu, 650 000 euros d'APD, APS et tout ce que vous voulez, de payer un architecte qui s'en est mis plein les fouilles sur un projet même pas terminé. Et aujourd'hui, 5 écoles
concernés sur lesquels on n'a fait aucun travaux depuis 4 ans. Donc statu quo. Et ce n'est pas les 350 000 € qui vont permettre de rénover les 5 écoles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand même du gâchis. Merci infiniment pour cette précision. Vous avez vu que ce matin, c'était relativement diplomatique, on va dire ça. Mais effectivement, l'histoire du Gâtinais est un cas vraiment très concret d'abandon de l'État sur un projet, alors que l'État s'était engagé. Et nous avons été sur ce projet, parce que j'étais là en comité de suivi, où nous avons fait un effort, voilà, les financements de l'État étaient actés sur un certain montant, et nous avions, pour équilibrer le budget, fait un effort supplémentaire. Voilà. Très bien. Plus de prise de parole sur ce sujet, donc je vous propose de soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 29. Création d'une plateforme commune des secours et du soin de Lyon. Rapporteur Alexandre Bouchier a reçu un avis favorable en 2e et 4e commission. Je vous remercie, Madame la Secrétaire. Monsieur le Président, chers collègues, que voulons-nous? Qu'impulsons-nous? C'est simple. Nous voulons que les appels et la régulation des services de secours de Lyon soient modernisés, efficaces, et que tous ceux qui relèvent des services de secours à la population soient dans le même bâtiment, dans la même pièce, et que tout soit orchestré pour gagner en efficacité, en rapidité, en coordination. Un lieu, le CTRA 89, des outils, une méthode de travail et de la transversalité. Donc le SAMU, le SAS, le CTA, le CODIS, le conseil départemental avec une écoute sociale, un service des routes, de la téléassistance probablement, les ambulances privées, le DAC 89, l'urgence sociale et la Croix-Rouge. Aujourd'hui, il nous est proposé de décider, d'affirmer ce principe du centre de traitement et de régulation des appels, d'approuver la poursuite des études pour affiner le projet et son financement, bien évidemment, de décider d'engager pleinement l'administration départementale avec un service d'écoute sociale, une permanence du centre d'ingénierie et de gestion du trafic, un service de téléassistance, et nous le voulons ensemble. Et pour cette clé de répartition financière, donc 27% à la charge du SDIS, 49% à la charge d'Union, donc le groupement hospitalier, voilà, et la part du conseil départemental à hauteur de 24%. Voilà, Monsieur le Président, je pense que vous serez à même d'amener des précisions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations sur ce beau projet? Oui. Alors, attendez, on va... Najiba, Cédric et ensuite Irène. Non, alors c'est pas une observation, c'est juste une question. Alors effectivement, on peut se féliciter que ce projet avance sans fin et il est attendu par de nombreux partenaires. Moi, j'ai juste une question, c'est à quel endroit va être placée cette plateforme? Je ne sais pas si Christophe, parce que la dernière fois, tu nous as dit qu'il y avait des pistes. Donc voilà, c'est juste une précision. On va prendre toutes les questions, puis après on répondra. Oui, il y a Cédric Lèche. Monsieur le Président, une question. On est bien d'accord que c'est un service dédié à l'ensemble du département. Et là, je vois Union, c'est le GHT du Sud. Et quid d'un cofinancement du GHT du Nord? Voilà, c'était... Oui, Christophe va peut-être répondre. Attends, Irène, et puis Christophe répondra. Oui, moi aussi, c'est une question factuelle. J'ai dû rater quelque chose, mais quel est le coût de cette étude? Et ensuite, le SDIS le paiera sur son propre budget, ou est-ce qu'on devra abonder son budget à hauteur de sa part de 27%? Alors, Christophe. Alors, je vais répondre. Juste, c'est marqué, cette étude estimée à environ 100 000 € dans le rapport, madame. Si je peux me permettre une petite observation. Il fait chaud, voilà, on va être tolérant. Donc là, il s'agit d'une étude de programmation qui a pour but de répondre déjà à toutes vos questions, pour résumer déjà la situation. L'objectif, je rappelle, de cette plateforme, c'est de traiter le maximum des appels de secours qui existent aujourd'hui et qui sont dispersés sur le territoire. Évidemment, prioritairement, le SAMU, le 18, également les ambulanciers privés, également le SAS actuel, également, pourquoi pas la Croix-Rouge, l'enfance, les services sociaux, le service route départemental, et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, les plateformes intégrées comme Clermont-Ferrand
ou Annecy qui ont 30 ans, ça a été inauguré en 96 dans ces départements-là, ont tous ces services-là au même endroit, ce qui leur permet non seulement d'être beaucoup plus réactifs en temps réel, au lieu de se parler par téléphone, mais surtout d'être plus réactifs pour les cas d'urgence majeure, puisque au-delà du téléphone, ils peuvent se parler avec les mains. C'est facile quand vous avez quelqu'un, si je veux te faire un signe que c'est urgent, tu vas comprendre que c'est urgent, même à cette distance. Et donc c'est ça qui est très important. Il y a dans la recherche de sites et dans cette étude, nous savons que ça sera assez proche des urgences actuelles. Le assez proche, c'est-à-dire sur le site de l'hôpital d'Auxerre élargi. L'hôpital d'Auxerre est aujourd'hui trop à l'étroit, a besoin de s'agrandir, mais pour des raisons d'heures médicales, avoir les mêmes urgentistes qui sont au SAMU, au SMUR et aux urgences dans un périmètre commun, c'est important. C'est pour ça que c'est Union qui est dans les cofinanceurs de l'étude, puisque le vrai décideur de l'emplacement exact, ça sera quelque part la directrice d'Union, faut être clair. Et globalement, ça sera en périphérie de l'hôpital pour qu'il y ait un accès interne et un accès externe, même si l'emplacement n'est pas complètement arrêté, puisqu'il y a un schéma immobilier complet sur l'hôpital actuellement, et évidemment, ce projet-là tiendra compte du schéma immobilier. Sans trahir de secret, il est fort probable, entre ce que demande l'ARS, ce que demande l'hôpital, ce qui est acceptable par tous les autres, que nous soyons à vol d'oiseau, pas très loin du 17 de la gendarmerie et pas très loin de la piste d'hélico ou du 15 du SAMU actuel. Voilà, vous chercherez sur une carte et vous allez trouver. Après, je ne vous le donnerai pas au mètre près. Mais en gros, c'est dans ce périmètre-là. Oui, merci. Juste rajouter une petite fierté. Effectivement, ce dossier est un petit peu, pas enterré, mais couvé depuis longtemps. Et le département, avec Christophe et votre serviteur, on a pris un peu le lead sur le sujet pour mettre tout le monde autour de la table, chasser en meute. Voilà, avec un existant aussi, le 15 voilà, est à l'hôpital. Tout ça s'inscrit dans un projet plus large, avec le schéma de l'immobilier de l'hôpital d'Auxerre, avec aussi nos propres services, j'allais dire, les services du SDIS. Donc il va y avoir des jeux aussi de déplacement à tiroir. Nous avançons bien, et actuellement cette étude avance également, où il y a un certain nombre de scénarios qui vous seront présentés, bien évidemment. Il y a des groupes de travail, ça fonctionne bien. Les services de solidarité travaillent également avec les pompiers. Enfin, il y a des connexions entre métiers, j'allais dire. Tout ça est très intéressant et avance plutôt pas mal. Après, il y aura un sujet, bien évidemment, au-delà de la localisation, c'est le coût et la participation, bien évidemment, des différents partenaires. Et tout ça est de bon augure pour nos habitants, pour les usagers, où on va gagner en efficacité, en coordination, Christophe l'a dit, et surtout en temps d'intervention pour soigner des accidents cardiovasculaires, enfin voilà, et donc de meilleurs soins pour nos habitants, pour un coût de fonctionnement plus modeste. Donc il n'y a pas d'autres prises de parole. Oui, Frédéric Collin. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut rappeler le calendrier parce qu'on l'avait évoqué lors de la réunion de lancement ici dans cette Assemblée. Et puis effectivement, je pense qu'il y a la question du coût qui sera, même si sur la question des secours, on aurait presque envie de se dire que la question du coût, on peut la mettre de côté, même si elle est importante, parce que cette question de la gestion des secours est vraiment importante. Et puis de maintenir un peu une gouvernance aussi équilibrée. Enfin, je ne sais pas, je pense que ça fait partie aussi des questions des groupes de travail actuellement, cette question de la gouvernance entre les uns et les autres. Mais voilà, je veux bien un petit rappel calendrier sur l'étude et la poursuite du travail. Je ne peux pas vous répondre précisément, mais je vais me tourner vers les services par rapport au calendrier. Il y a un certain nombre de réunions qui ont été prévues, des comités, etc. Il y a 2 comités de décisionnaires par an. Donc, je vais me retourner derrière les services par rapport aux résultats d'études. Janvier 29, voilà, objectif. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, janvier 29. Voilà. Et le résultat de l'étude ?
Fin d'année, pour être précis. Donc fin d'année, résultat de l'étude, et 29. Pas d'autres. C'est un projet important, ça, hein, qui a du sens. Donc je soumets au vote, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 30, attribution de subventions d'équipement au profit des clubs ou comités sportifs. Rapporteur Pascal Henriat a reçu un avis favorable en première commission. Chers collègues, après les aides qui ont été faites aux collectivités, maintenant on va passer aux associations et comités sportifs. Donc l'enveloppe qui sera distribuée aujourd'hui est de 43 870 € sur un montant global annuel de 81 900 €. Un petit appel d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent ou qui ont des clubs sportifs ou des associations qui auraient besoin de petits matériels. Vous avez dans votre résumé ce qu'il est possible de solliciter. Il restera une enveloppe de 38 000 € à solliciter avant la fin d'année. Donc vous pouvez le signaler à vos associations. Ces subventions sont de 20% maximum et 30% pour ce qui concerne le matériel à des associations qui s'occupent du handicap. Vous avez toute la liste qui est distribuée. Ça va aussi bien d'un pare-ballon que de remplacement de bases usagées sur fond de cours ou des prises d'escalade. Donc c'est quelque chose qui répond très bien aux demandes des comités sportifs et surtout des associations sportives. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous la soumettre à vote. Et je vous dis, n'hésitez pas à le faire savoir. Il faut utiliser cet argent avant la fin de l'année. Et elle rend beaucoup de services aux communes, aux associations à l'heure actuelle où les communes sont un peu saturées en investissement. Merci. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport? Je soumets au vote des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Rapport suivant. Pascal, votre micro, s'il vous plaît. Rapport numéro 31, action de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. Rapporteur Sonia Patouré a reçu un avis favorable en troisième commission. Voilà, donc je vous présente le travail de notre collègue, entre autres Catherine Maudet, très impliquée sur ce dossier. Donc 6 actions concourant à la prévention et la prise en charge des violences intrafamiliales. Une situation qui, en 2025, a touché 1505 personnes dans notre département avec une hausse vertigineuse. Alors, hausse aussi puisque la détection se fait plus fine. Dans le cadre de ce qui se fait actuellement, cette délibération vous propose la prolongation de la mise à disposition de l'intervenante sociale en gendarmerie sur la zone nord. Alors, sachez que notre département comprend 2 de ces intervenantes, une dans la zone nord, une dans la zone centre et sud, et que les pratiques et les financements s'harmoniseront dans le courant de l'année prochaine par de nouvelles conventions. Donc, il vous est proposé donc cette prolongation. Sur la zone nord, 195 personnes ont été prises en charge lors de l'année passée, et sur la zone centre et sud, 451 victimes ont pu bénéficier de cet accueil spécialisé en gendarmerie afin de recueillir la parole de ces victimes. Une deuxième action est celle de la convention avec l'association d'aide aux victimes Adavirs, association active sur l'accompagnement pluridisciplinaire gratuit et confidentiel des victimes, par le biais notamment de tenues de permanence et autres actions d'information. L'année dernière, cette association a pu prendre en charge à peu près 3000 personnes. Donc, il lui est proposé donc une participation à hauteur de 31 200 € pour l'année 2026. Un conventionnement également avec le Centre d'information aux droits des femmes et des familles, dont vous avez le descriptif dans notre délibération, une participation financière qui s'élèverait pour le département à 9 360 €. Les dernières actions concernent des subventions à l'association La Parenthèse qui donc ouvre un espace, qui a 2 espaces de rencontre parents-enfants sur le territoire, et qui travaille donc à la fois sur la médiation familiale et sur un lieu d'accueil d'enfants et de parents. Voilà, donc cette délibération vous est proposée pour un total de 45 630 € afin d'agir donc pour lutter et prévenir surtout les violences intrafamiliales. Merci, chers collègues, pour cette prise de parole et synthèse au pied levé.
Merci beaucoup. Il y en a une petite pensée pour Catherine Maudet. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport? Oui, Frédéric Collat. Merci, Monsieur le Président. Alors, on ne peut effectivement qu'aller dans le sens de cette délibération, évidemment. On avait été satisfait que le financement des intervenants travailleurs sociaux en gendarmerie puisse se remettre en place. C'est une bonne chose. Moi, je voulais pointer un point peut-être un petit peu plus général sur la question plus globale des violences intrafamiliales et des sujets de protection de l'enfance qui sont au cœur des politiques du département. De reprendre aussi un peu, on parlait de l'actualité en début de séance, alors cette actualité plutôt liée à la chaleur. Moi, je voudrais revenir sur une actualité qui est plus complexe et plus grave, c'est celle de l'affaire Liana, qui a bouleversé les uns et les autres et le pays. C'est aussi cette actualité qu'on a tous suivie, des procureurs généraux convoqués au ministère, avec des consignes d'aller rechercher dans les différents commissariats et brigades les dossiers en souffrance, si j'ose le dire de cette manière. Je pense que les uns et les autres, nous avons eu des retours dans nos territoires sur ces différents sujets qui peuvent énormément nous toucher. Moi, je voudrais aussi profiter de ce moment pour dire que je remercie le cabinet qui m'a fait parvenir des chiffres sur le nombre de mesures qui sont mises en œuvre dans le département, mais de les rappeler, 2590 mesures liées à la protection de l'enfance dans l'Yonne, plus de 1200 en milieu ouvert, plus de 1300 en placement. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, on en l'a évoqué dans le schéma départemental de l'enfance que notre collègue Elisabeth Frassetto avait pu nous porter. Moi, je voudrais redire qu'on a un manque cruel de moyens pour exercer ces mesures. Je sais, Monsieur le Président, ce que vous allez me dire. On attend une grande réforme sur la protection de l'enfance. Je l'avais évoqué au moment des orientations budgétaires. On avait été dans le même sens à ce moment-là sur quelle prise de conscience au niveau de l'État sur les questions de protection de l'enfance. Moi, je voudrais réaccentuer le sujet aujourd'hui. Je vais être un peu taquine, donc vous allez me redire de tempérer mes propos, mais quand vous communiquez, comme a pu le dire mon collègue, sur des sujets régionaux, j'aimerais qu'on communique un peu plus et qu'on mette aussi un peu plus de moyens sur les sujets liés à la protection de l'enfance et à la protection des personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a un nombre de mesures en attente qui sont importantes. Chacun dans nos unités territoriales de solidarité, quand on s'y rend pour les différentes commissions ou réunions, on peut voir des travailleurs sociaux qui peuvent dire qu'aujourd'hui, il y a une liste d'attente assez conséquente. Moi, tous les 3 mois, je réunis un groupe local de traitement de la délinquance avec d'autres collègues élus à Joigny, et on peut voir effectivement que des mesures de placement sont aussi en attente. J'avais une autre interrogation, celle de la fin du placement à domicile, donc ce décret du mois d'octobre 2025, sur la fin du placement à domicile. Je voulais savoir où nous en étions de l'appel à projet qui a été lancé, ou du marché, je ne sais pas exactement la forme, qui a été lancé pour que les placements à domicile redeviennent des mesures d'aide éducative renforcées. Je crois qu'il y a des structures associatives qui étaient dans l'attente de savoir ce qui allait en être pour elles, mais aussi de pouvoir prendre en charge des mineurs qui aujourd'hui sont en grande souffrance et en grande difficulté, et d'apporter aussi un accompagnement parental. Donc je voulais vraiment accentuer ce point. Dans notre département, le nombre de mesures éducatives est extrêmement conséquent, et c'est le cas depuis de nombreuses années. On ne va pas refaire l'histoire de notre département. Je sais que beaucoup d'actions se mettent en œuvre. Je connais le travail des éducateurs, des assistantes sociales, des conseillères ESF. Je sais tout le travail fait dans les UTS est extrêmement bien fait. Mais Monsieur le Président, je pense que nous avons un manque criant de moyens humains à mettre en face de la protection de l'enfance. Très bien, merci pour cette prise de parole. Juste répondre... je m'associe à cette émotion concernant la petite Johanna. Pour revenir sur le département, chers collègues, c'est 120 millions d'euros qui sont consacrés. 120 millions d'euros qui sont consacrés à l'enfance, avec les agents, le salaire des agents. Donc,
Si on a les moyens de faire mieux, on le fera. Mais actuellement, voilà, je vous donne encore une fois les chiffres, que ce soit transparent, 120 millions d'euros sur un budget de fonctionnement de 400 millions d'euros. Ça, c'est la première chose. Alors, on peut toujours faire mieux avec les fragilités que vous évoquiez et ce manque, effectivement, d'investissement de l'État sur ces politiques comme le 5e ou le 6e âge. Concernant l'appel d'offres, il est en cours, si mes souvenirs sont bons. Je réponds à la place de ma collègue Elisabeth Frassetto, qui suit bien le sujet. Le calendrier, on est sur une séance en octobre, c'est ça? Notification quand? Mi-juillet, pardon, en juillet. Voilà. Pour vous tenir au courant, il y aura quelques changements, évidemment, par rapport au choix des structures. Et bien évidemment, seront pris en compte la fin du placement à domicile qui est liée à la législation. Voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Donc des financements qui sont conséquents par rapport à notre département, et notamment des départements de même strate qui sont beaucoup moins impactés par ces problématiques. Si on prend, alors c'est pas un département de même strate de mémoire, la Seine-et-Marne, 1 500 000 habitants, même nombre d'enfants placés. Nous, on a 330 000 habitants, on a 2500 enfants placés. Voilà. Donc on est dans le podium des départements de même strate qui ont le plus d'enfants placés. Voilà. Donc je pense qu'on consacre quand même des financements non négligeables sur l'enfance. C'est une vraie préoccupation, c'est de la responsabilité du président, via Elisabeth Frassetto. Et en 4 ans, c'est 55% en plus. 55% en plus en 4 ans. Donc voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Et encore une fois, 120 millions d'euros sur un budget de 400 millions d'euros de fonctionnement. Voilà. Avec aussi un investissement important sur le volet de l'enfance, avec des projets sur samedi l'essence. Donc oui, à un moment donné, l'État doit prendre les choses en main et ne pas imposer des politiques qu'on n'est pas capable de répondre sans les financements. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Ghislaine Pieux. Oui, Monsieur le Président, moi je voulais retourner, dire que, comme vous l'avez annoncé, effectivement, on est le deuxième département où il y a le plus d'enfants placés. En plus, on est un département avec 330 000 habitants, donc c'est énorme le nombre d'enfants placés par rapport à notre territoire. Ce qui est dommage, et je suis d'accord avec vous, Madame Collat, c'est que pour la problématique, pour moi, c'est l'État. C'est l'État qui devrait être régalien de la protection de l'enfance. La jeunesse, c'est notre avenir. Il faut se donner les moyens de notre avenir. Et nos enfants, j'ai l'impression qu'on n'y attache pas d'importance. On parle de l'affaire Liana, mais on oublie tous les autres enfants qui sont morts parce que par manque de moyens de la justice, des forces de l'ordre. Et c'est pas leur jeter la pierre parce que je pense qu'ils essayent tous de faire le métier. Simplement, c'est compliqué. Ils n'ont pas aussi assez de moyens au niveau de la justice. Des forces de l'ordre, c'est à mon avis la même chose. Il y a sûrement eu des manquements, mais en tout cas, je pense que chacun de sa place essaie. Simplement, aujourd'hui, je pense que cette réflexion de la protection de l'enfance, elle ne doit pas se faire que à notre niveau. Parce qu'il y a des départements complètement inégalitaires. On n'a pas les mêmes prises en charge d'un département à l'autre, ce qui n'est pas normal. Nous, on a le département où on a énormément d'enfants placés. Je pense qu'on a une problématique qui est plus ancrée, qui est peut-être l'histoire des familles. Il y a peut-être un travail à faire là pour comprendre pourquoi dans notre territoire, il y a plus d'enfants placés qu'ailleurs. Comment accompagner les parents pour qu'ils deviennent parents aussi, parce que c'est pas simple. Devenir parent, c'est jamais évident. Mais quand on a un panel d'enfants autant placés, qui n'ont pas forcément un modèle de parents, comment demain devenir parent? Et je pense que dans notre territoire, ça fait des générations d'enfants qui n'ont pas eu forcément de parents et qui aujourd'hui ont aussi des difficultés. Donc je pense que c'est un peu plus profond que cela. Il faut qu'on travaille plus en profondeur. J'en parlais tout à l'heure avec notre directeur, notre DGS, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Mais il faut aussi surtout que l'État s'empare de ce sujet. C'est notre jeunesse et il faut se donner les moyens de notre jeunesse qui sera notre France de demain. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Il faut qu'on se donne les moyens. Merci pour... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 32. Pacte départemental de santé 2025-2027. Organisation d'une mission de promotion du territoire et du pacte santé auprès des étudiants en santé
en Roumanie et attribution d'un mandat spécial aux conseillers départementaux. Rapporteur Sonia Patouré a reçu un avis favorable en 3e commission. Voilà, bon, eh bien, j'ai l'impression que tout est dans le texte. Donc là, il s'agit du travail de notre collègue Gilles Pirement, qui vous demande donc de l'autoriser à aller, pour nous, solliciter des médecins francophones dans 2 universités roumaines, celle de Iași et de Cluj-Napoca, pour, pourquoi pas, créer en tout cas je ne sais pas si on peut parler de filière, mais en tout cas, pouvoir faire venir, pouvoir attirer, pouvoir être attractif auprès de futurs médecins, futurs praticiens roumains et les inciter à venir s'installer sur notre beau territoire. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 33. Pacte départemental de santé 2025-2027, attribution d'aides financières en faveur de l'installation de professionnels de santé et extension du champ d'application du règlement des bourses de santé aux étudiants de 2e cycle de pharmacie. Rapporteur Sonia Patouré a reçu un avis favorable en 3e commission. La suite est une délibération habituelle qui prouve bien que notre département sait aussi se rendre attractif par différents moyens. Là, notamment 15 demandes de bourse d'externat, 7 demandes de bourse d'internat, 2 demandes de bourse d'engagement qui sont instruites pour un montant de 85 950. Et donc, la proposition d'étendre ce règlement des bourses de santé aux étudiants de 2e cycle de pharmacie réalisant un stage sur le territoire. Donc, vous avez dans la délibération les bourses de 2e cycle avec donc les lieux de stage, les bourses d'engagement avec donc 2 ophtalmologues susceptibles donc de s'installer sur notre territoire. Voilà, le tout étant évidemment inclus dans notre pacte santé qui continue de se dérouler avec bonheur. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Une petite pensée pour notre collègue Gilles Pirement qui a pris un coup de chaud. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Pardon. Oui, Alexandre Boucher. Oui, se réjouir de l'élargissement effectivement du pacte de santé envers les cycles de pharmacie, parce que c'est aussi une profession qui est en souffrance. Et puis souligner que l'ophtalmologie, c'est aussi une spécialité qui est elle aussi en grande souffrance. Et donc avoir possiblement ces engagements pour notre département, je crois que c'est vraiment encore une chose formidable réalisée par le département de l'Yonne dans son engagement, sachant que ce n'est pas notre cœur de métier. Donc on vient une fois de plus pallier une carence de l'État pour laquelle nous n'avons pas de financement, et donc on avance. Donc là, on acte comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. Voilà, on vient pallier. Très bien. Et oui, on pallie la plongée sous-marine. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 34, pacte départemental de santé 2025-2027, attribution de subventions auprès de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires médicales de Tanlé. Rapporteur Sonia Patouré a reçu un avis favorable en 3e commission. Voilà, cette fois un investissement de 3 201 € correspondant au montant nécessaire à l'achat d'une mallette de télémédecine pour proposer des téléconsultations accompagnées à la population. Le tout dans la maison médicale de Tanlay. Donc, écoutez, on ne peut que valider en tout cas cette demande qui nous est faite. Voilà. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Pas de prise de parole. Je soumets au vote. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 35. Pacte départemental de santé 2025-2027. Attribution de subventions pour la création d'une maison des étudiants en santé, centre hospitalier du Tonnerrois. La convention annexée a fait l'objet de modifications mises en évidence en bleu. Rapporteur Sonia Patouré a reçu un avis favorable en 3e commission. Voilà, toujours dans le Tonnerrois, mais cette fois après Tanlay-Tonnerre. Donc, pour une subvention de 38 456,49 € afin de pouvoir
procéder à la rénovation d'un bâtiment qui va accueillir les étudiants en santé, le tout afin de pouvoir leur apporter une première expérience dans le Tonnerrois, leur donner envie, pourquoi pas, de rester. Comme toujours, nous sommes dans l'attractivité médicale, qui est le fil conducteur de notre pacte santé. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des prises de photos? Je n'en vois pas. Enfin, j'en ai vu. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Rapport suivant, je vous remercie. Rapport numéro 36, schéma départemental de l'autonomie 2026-2030. Une version actualisée du schéma a été annexée au rapport. Rapporteur Arminda Guiblin a reçu un avis favorable en 4e commission. Alors, effectivement, ce rapport a pour objet de proposer un nouveau schéma de l'autonomie pour la période 2026-2030. Il constitue une actualisation du précédent et non une refonte complète, afin d'adopter la stratégie départementale aux réalités actuelles dans un contexte en constante évolution, marqué par une transformation de l'offre vers une approche domiciliaire et une plus grande coordination entre tous les acteurs du secteur. Son objectif principal est de préserver l'autonomie des seniors, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, tout en maîtrisant durablement les dépenses sociales. Merci, chers collègues. Des orientations importantes, effectivement, des enjeux démographiques et des enjeux domiciliaires avec un vieillissement de notre population. Je ne vous apprends rien. Et une PPI, effectivement, conséquente pour nos EHPAD. Mais nos anciens le méritent amplement. Est-ce qu'il y a c'est une prise d'acte? Non, d'approuver. Donc, je vous demande d'approuver le schéma départemental de l'autonomie de Lyon 2026-2030. Et d'autoriser, bien évidemment, le président à signer tous les documents afférents, notamment les conventions partenariats et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Arminda de ce rapport. Rapport numéro 37, attribution d'une subvention d'investissement au titre de la programmation pluriannuelle d'investissement départementale au centre hospitalier de Joigny. Rapporteur Arminda Guiblin a reçu un avis favorable en 4e commission. Alors, ce rapport concerne l'attribution d'une subvention au titre de la programmation pluriannuelle d'investissement au centre hospitalier de Joigny pour la reconstruction et la réhabilitation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et un montant qui représente un montant d'1 635 000 €. Voilà. Et j'aurais fini. Merci beaucoup. Très synthétique, c'est parfait. Un établissement qui en avait bien besoin. J'avais reçu Nicolas Soré, Frédéric Collat à l'époque. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Oui, Frédéric Collat. Merci. Je voulais vous remercier, Monsieur le Président, et l'ensemble des collègues qui vont voter. Je le souhaite. Car effectivement, on a travaillé de manière commune sur ce projet de financement lié à la réhabilitation de l'EHPAD de Joigny, qui, comme d'autres structures, en a effectivement besoin, à la fois sur ces sujets de normes, mais aussi d'isolation. Je crois que c'était un enjeu fort, en tout cas, qu'il y avait dans le concours d'architectes. Donc, merci à l'ensemble des collègues. Ce site était extrêmement vieillissant. Donc, la restructuration, c'est quand même un coût de plus de 14 millions d'euros. Et de rappeler, puisqu'on parle beaucoup argent public, donc c'est 11,5% le coût du département sur ce financement, et on est à plus de 69%, je crois, de financement via de l'argent public, et en l'occurrence l'Agence régionale de santé. Merci pour ces précisions, avec une livraison prévisionnelle en 2029, comme la plateforme. Il y a d'autres... Oui, Isabelle Fromont-Meurice. Est-ce que la rénovation énergétique prévoit la climatisation? Oui. Donc pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport suivant.
Rapport numéro 38, demande de cofinancement auprès de l'État pour 3 projets d'investissement dans les collèges. Rapporteur Clarisse Quentin a reçu un avis favorable des 2e et 5e commissions. Donc, il s'agit d'autoriser le président à solliciter des cofinancements de la part de l'État pour des projets de réhabilitation et d'extension de la demi-pension du collège de Saint-Fargeau, de réhabilitation de 2 bâtiments au sein de la cité scolaire de Toussy et de mise en accessibilité du collège Albert Camus à Auxerre. Donc, ce serait du fonds vert ou de la DSID, au bon vouloir de l'État. Merci, oui, très important au bon vouloir de l'État, sachant que la peau de chagrin se réduit de plus en plus. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des observations? On va être un cierge. Ah, l'escalier a disparu. Merci. Rapport suivant. Rapport numéro 39, collège public, règlement intérieur du service de restauration et d'hébergement. Rapporteur Jean-Luc Givord a reçu un avis favorable en 5e commission. Merci Madame la Secrétaire, Président, chers collègues. Cette délibération s'inscrit dans le cadre de la restauration scolaire, qui est une compétence phare et une mission emblématique du département, qui reste le premier restaurateur de Lyon et s'efforce de garantir un service de qualité dans une logique d'accueil et de bien-être des élèves. Quelques chiffres clés. Le département, c'est 1 150 000 repas servis chaque année, c'est 8 000 demi-pensionnaires inscrits, c'est 150 jours de restauration par an, c'est 2 253 547 € d'achats alimentaires. Au regard de la loi Egalim, c'est 45% de cette somme. Les achats de produits issus de l'agriculture biologique atteignent cette année 9%. Donc ces pourcentages sont en progression. Les collèges sont aussi des acheteurs actifs de la plateforme AgriLocal. Il y en a une quinzaine sur les 30 qui sont des acheteurs actifs. Voilà, donc il y a 70 producteurs et fournisseurs. Donc ça permet aussi de faire travailler l'agriculture locale. D'autres chiffres sur le tarif, donc c'est toujours le même, 4,60 € par élève avec un coût réel supporté par le département de 9,55 €. Il y a un taux de familles dites fragiles qui bénéficient d'une aide de 25%, avec un reste à charge compris entre 1,20 € et 2,90 € par repas, soit un tarif moyen de 3,60 €. Et sur l'ensemble des personnels départementaux qu'ils sont au service des collèges, 250 agents sont mobilisés quotidiennement sur la restauration. Attendu par les établissements et fruit d'un travail de concertation et de collaboration avec les secrétaires généraux et les principaux dans le cadre d'un groupe de travail, le règlement de restauration scolaire constitue un cadre et surtout une forme de référentiel départemental qui n'existait pas jusqu'à présent, chaque collège établissant son propre règlement. L'objectif de ce document structuré, avec une partie famille et une partie collège, est double. Harmoniser le fonctionnement des services de restauration et d'hébergement sur les plans techniques, opérationnels et financiers. Consolider et sécuriser autant que possible les recettes des collèges en instaurant une règle unique qui était très attendue, responsabilisant les familles. Tout repas non décommandé la veille à 15 h sera facturé. De manière synthétique, le règlement de restauration scolaire est un document ressource qui reprend et centralise les informations importantes portant sur le fonctionnement global de l'organisation quotidienne du service, mission, jour d'ouverture, inscription, paiement, etc. Le rappel des normes et réglementations sur l'équilibre nutritionnel, l'hygiène et la sécurité alimentaire. Les règles pour les utilisateurs tant sur l'usage quotidien que sur les paiements des prestations, les dispositifs d'aide financière à disposition des familles, les procédures en cas de problème, impayés, incidents, intoxication, etc. En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération qui suit. Merci, chers collègues. Avec un travail, je présume, avec le groupe des principaux de collège, une concertation large. Surtout les secrétaires généraux. Les secrétaires généraux, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Monsieur Givord, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Rapport 40, demande de cofinancement auprès de l'État et de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'opération de réaménagement du pont de Cravant.
Rapporteur Clarisse Quentin a reçu un avis favorable en 6e et 2e commission. Donc voilà, tout a été dit. Donc pour le pont de Cravant sur le territoire de la commune de Deux-Rivières, pour créer des aménagements cyclables reliant la véloroute Tour de Bourgogne à la halte nautique de Cravant-Bazarne, rénovée en 2025 par la communauté de communes de Chablis-Village Terroir. Merci pour cette synthèse. Et le montant de l'opération est de 700, presque 800 000 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 41. Modification de la convention de comaîtrise d'ouvrage entre le département et les opérateurs publics pour les travaux sur le domaine public routier départemental en agglomération. Rapporteur Christophe Bonnefond a reçu un avis favorable en 6e commission. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout a été dit également. Vous savez qu'on a une convention type pour signer avec les communes dans le cadre de cette délégation de comaîtrise d'ouvrage, communes ou établissements publics. Et on avait mis l'avance un peu trop élevée à 50%. Nous cherchons à la ramener à 30%. Ce programme a une très très bonne... il plaît à beaucoup de gens. Et 30%, ça correspond à ce que payent les collectivités auprès de l'entreprise. Et donc payer plus peut uniquement générer des problèmes de trésorerie pour le département. 30%, c'est le plus équitable. C'est pour ça que la convention type revient à 30%. Merci, chers collègues, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Rapport adopté, je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 42. Inscription du Conseil départemental de l'Yonne dans le programme d'action de prévention des inondations des bassins du Serein et de l'Armançon. Rapporteur Colette Lermand a reçu un avis favorable des 6e, 5e et 7e commissions. Oui, mes chers collègues, il s'agit d'intégrer le dispositif de programme d'action de prévention des inondations, qu'on appelle PAPI, du Serein et de l'Armançon pour la période 2027-2032, en portant une fiche action, amélioration de la connaissance du risque et des phénomènes liés au fonctionnement hydrologique, public cible interne et externe du Conseil départemental de l'Yonne, destiné à sensibiliser les collégiens d'une part, et les agents des centres d'intervention technique départementaux d'autre part. J'ajoute que cette dépense associée est très limitée, 15 000 euros TTC sur 6 ans, éligible à un financement de 80% du fonds Barnier. Le reste à charge mobilisera en partie le produit de la taxe d'aménagement. Voilà. Merci, chers collègues, pour cette synthèse. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 43. Avenant numéro 7 à délégation de services publics 2018 DSP 02 pour le financement, la construction, la maintenance et l'exploitation de boucles locales optiques de desserte à l'usager final sur le territoire de l'Yonne. Rapporteur Pascal Henriat a reçu un avis favorable des 6e et 2e commissions. Oui, tu peux mettre la suite, Emma, parce que je suis... voilà, j'en ai plusieurs, mais je suis un peu perdu, je l'avoue. Alors, c'est laquelle, celle-ci? Contexte national? Alors, ce rapport, ça y est, je m'y retrouve. J'avais préparé toutes mes petites feuilles, mais je suis un peu perdu dans mes feuilles. Donc, alors, ce rapport a pour objet de soumettre à votre Assemblée une avenant 7 à la Convention de délégation du service public, conclue avec le PNIC. Il doit faire évoluer le catalogue de services. Alors, j'avais préparé quelque chose un petit peu plus, ça y est, je me suis retrouvé. La délégation de services qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est indispensable pour assurer la bonne santé et la pérennité de notre réseau fibre, a besoin d'être réactualisée. Depuis 2020, la délégation du service public confiée à Iconic, je le rappelle, groupe Infra-Altitude, a permis de faire entrer Lyon dans l'ère du très haut débit numérique. Mais comme dans beaucoup de domaines, les coûts d'exploitation ont fortement évolué. Vous le savez, la hausse du prix de l'énergie, les nouvelles exigences de cybersécurité, le renforcement des niveaux de qualité imposés par l'ARCEP, les travaux supplémentaires ou encore les conséquences des dégradations malheureusement trop fréquentes sur le réseau. Cet avenant 7 vise donc à adapter le catalogue des services et les conditions
tarifaire afin de préserver l'équilibre économique de la concession sur le long terme. Je précise qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les engagements pris ni de modifier l'esprit du contrat établi en 2020, mais simplement de permettre aux délégataires, en l'occurrence Iconic, de continuer à assurer un service de qualité dans des conditions économiquement soutenables. En matière numérique, nous savons tous qu'un réseau s'entretient comme une route départementale, n'est-ce pas Christophe? Il ne suffit pas de l'avoir construit, il faut pouvoir le faire vivre. Je vous propose donc d'autoriser, Monsieur le Président, à signer cet avenant numéro 7 qui permettra de poursuivre dans de bonnes conditions l'exploitation de notre réseau fibre départemental. Alors j'aurais pu vous dire ensuite que l'ADF a tiré la sonnette d'alarme auprès de l'État et de l'ARCEP parce que beaucoup de RIP en France sont en difficulté financière par rapport à ce qui avait été convenu lorsque les contrats ont fait. Il y a 8-10 ans, lorsqu'on a établi des RIP, des réseaux d'initiative publiques ou des DSP, on n'avait pas du tout les mêmes contraintes réglementaires. Les coûts d'augmentation ont évolué entre-temps. Et malheureusement, il y a des RIP qui sont prêts à mettre la clé sous la porte en France. L'ADF en est bien consciente, elle a saisi l'ARCEP et on essaye de trouver des réseaux. Pour notre part, on est tranquille, étant donné qu'on n'a qu'un réseau d'initiative publique, c'est celui, la SPL BFC numérique, 64 communes, principalement sur le Tonnerrois, le Jovinien, et puis une petite partie vers Villeneuve-sur-Yonne. Tout le reste a été fait avec la DSP, donc c'est Iconic qui porte la responsabilité et qui porte les finances. Nous hériterons, je le rappelle, du réseau des 330 communes concernées par Iconic dans 30 ans maintenant. Mais voilà, Iconic, comme les autres RIP, ont besoin de réactualiser leurs conditions. Ces conditions ne coûteront strictement rien à la collectivité parce que ces réactualisations se font auprès des opérateurs commerciaux. Je dis bien auprès des opérateurs commerciaux, qui, du fait, je le rappelle également, diminuent. Avant, vous aviez 4 opérateurs commerciaux, SFR a été vendu, il n'en restera plus que 3. Je pense que la concurrence, malheureusement, sera un peu faussée et que les tarifs des opérateurs vont continuer à augmenter. Mais voilà, c'était juste une réactualisation donc, de notre avenant, mais qui est important pour le faire. On a un prestataire qui a été choisi par la DSP qui s'appelle Iconic, que vous connaissez tous, avec Michel Casoli et la DSP. Franchement, ils nous ont fait un travail formidable à chaque fois, et vous le savez les uns et les autres, hein, vous m'interpellez régulièrement. Allez. Tout se passe pour le meilleur du monde, même si des fois il y a quelques petites tensions, mais ça c'est normal. Mais on a vraiment quelqu'un de très réactif derrière. Et quand je vois les comparaisons, parce que je fais beaucoup de réunions nationales, quand je vois la comparaison que l'on fait avec les autres départements, je me dis qu'on a beaucoup de chance d'avoir à l'époque, et ça c'est le président Gendreau et les élus qui s'occupaient de cette commission, d'avoir choisi ce système de délégation et de ne pas avoir eu un RIP, comme beaucoup d'autres départements, uniquement porté par le département. Voilà, c'est en quelques lignes. Merci. Ça ne RIP pas, des fois. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas. Il a été clair, précis et long. Je soumets au vote. Des votes contre, des abstentions. Merci. Rapport suivant. Rapport 44, avenant numéro 1 à la convention de subvention entre l'ANCT et le département de l'Yonne, signé le 6 novembre 2023. Rapporteur Pascal Henriat a reçu un avis favorable en 6e commission. On a eu la chance d'ailleurs la semaine dernière, lorsque le président et l'Assemblée départementale ont fait cette belle fête à Vézelay, d'avoir le directeur général de l'ANCT qui était présent, Henri Prévost, beaucoup l'ont rencontré, et Henri Prévost a été préfet de Lyon, un préfet qui a été un très grand préfet d'ailleurs dans Lyon, et qui nous est très utile. Donc je lui ai parlé de cet avenant, c'est tout simplement, on a un calendrier réel des travaux qui est un petit peu perturbé. On a des possibilités d'éligibilité à des subventions complémentaires. C'était tous les dossiers jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, on a la possibilité d'aller chercher ces fonds. Et donc, je vous demande de bien vouloir accepter cette convention ANCT. Oui, merci. Beaucoup de choses se sont déroulées à Vézelay le samedi soir. On va faire des fêtes plus souvent, on va faire avancer les dossiers. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce dossier, sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je soumets au vote des votes contre, des abstentions. Rapport adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 45. Convention de mise en superposition d'affectation du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la gestion d'un itinéraire cyclable. Rapporteur Christophe Bonnefond a reçu un avis favorable en 6e commission.
Monsieur le Président, mes chers collègues, contrairement à Pascal, je vais faire bref. Et donc, et je veux rendre hommage à Antoine Rollin, directeur général adjoint, qui a fortement travaillé pour arriver à cette convention pas simple avec VNF, mais enfin nous y sommes. La convention de superposition, c'est sur les 155 km de Tour de Bourgogne à vélo. Enfin, dès que le président aura signé et que VNF aura signé, eh bien, nous saurons qui fait quoi et l'entretien sera fait. Voilà, merci. Merci infiniment. Oui, je sais pas si... Oui, juste, nous avons rencontré donc la grande patronne de VNF. Vous savez, mon sentiment sur tout ce qui finit en F, souvent. Écoutez, nous avons bien avancé, nous avançons sur certains sujets et nous pouvons nous en féliciter. Cette convention de superposition était attendue depuis très longtemps. Féliciter bien évidemment les services et Christophe. Et nous avons aussi avancé sur d'autres sujets qui concernent notre beau département, notamment les canaux, les maisons éclusières, les écluses proprement dit. Et c'est une bonne chose. Bon, on n'est pas encore complètement arrivé à nos fins, hein, mais nous progressons. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 46, adhésion du département à l'association Charolais de Bourgogne. Rapporteur Gilles Abry a reçu un avis favorable en 7e commission. Oui, c'est une adhésion bien simple. C'est une association qui œuvre depuis longtemps en Bourgogne pour la valorisation sur la qualité et aussi la qualité de la viande bovine charolaise produite sur notre territoire, avec certains secteurs où il y a particulièrement beaucoup d'herbes pour la produire. Et c'est une adhésion qui ne va pas coûter très cher, c'est seulement 500 €. Merci, chers collègues, et encore merci pour les joueurs de Vézelay. Ce n'était pas du charolais, c'était du canard, mais c'était un régal. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des observations sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport 47, élections professionnelles 2026, modalités d'organisation des scrutins. Rapporteur Alexandre Bouchier a reçu un avis favorable en 2e commission. Je vous remercie, Madame la Secrétaire. Monsieur le Président, chers collègues, donc évidemment, des élections professionnelles vont être organisées entre le 3 et le 10 décembre 2026. Comme la fois précédente, nous aurons recours au vote électronique et cette délibération, tout simplement, pose le cadre de ces élections professionnelles afin d'autoriser le président à désigner les représentants de la collectivité qui seront présidents, secrétaires de bureau de vote, des différents scrutins, et ainsi que l'administration du bureau de vote centralisateur. Voilà, tout simplement. Donc on est sur une délibération très technique sur un sujet qui concerne l'ensemble de nos agents. Merci, chers collègues, pour cette synthèse. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport 48, actualisation du tableau des effectifs. Rapporteur Alexandre Bouchier a reçu un avis favorable en 2e commission. Merci Madame la Secrétaire. Monsieur le Président, chers collègues, tout simplement le rapport habituel qui concerne les mouvements au sein de notre collectivité, qui est un organisme vivant, donc les recrutements, les mobilités, les avancements de grade et promotions internes qui se sont déroulés dernièrement, et pour saluer aussi l'engagement de l'ensemble des agents du conseil départemental dans ces moments compliqués de chaleur où nous avons pu effectivement mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, tant pour nos agents qui étaient sur les routes, tant pour nos agents qui étaient au sein des différents bâtiments du conseil départemental. L'intelligence collective a marché, le local a marché aussi. Donc, au nom de l'Assemblée départementale, je tiens à les saluer, à les remercier. Merci, chers collègues, avec une belle journée des agents aussi à la JA qui est à souligner. Cette séance est terminée. En parlant de remerciements des agents, j'aimerais que collectivement nous félicitions et remercions notre directeur général des services qui va nous quitter, qui va retourner dans ses pénates beaunoises en tant que directeur général de la ville de Beaune et de la comité d'agglomération, je sais pas comment ça s'appelle, du Grand Beaunois. Voilà. C'est un amateur de vin, donc nous n'avons pas pu le retenir, et il rejoint effectivement sa famille en territoire beaunois. Cette fois-ci, c'est plus un adieu. Vous savez qu'il a fait plusieurs allers-retours dans Lyon. Donc je souhaitais vraiment le remercier pour sa compétence, sa loyauté, son efficacité, son sens de l'humour également, parfois son caractère, mais ça fait pas. C'est bien d'avoir des gens de
de caractère et qui a transformé véritablement notre collectivité, j'allais dire, l'a fait rentrer dans le 21e siècle. Merci Alexandre d'être intervenu à l'époque et bien évidemment Patrick Gendreau d'avoir recruté ce grand serviteur du département avec encore une fois de grandes compétences et des qualités humaines à souligner. Et j'aimerais qu'on applaudisse Mathieu Charton. Véritablement. Arrêtez, c'est trop, c'est trop. Bon, sa modestie va en souffrir. Et donc, comme la vie continue, bien évidemment, donc nous sommes dans une phase de recrutement. Voilà, nous avons 3-4 candidats pour l'instant. Donc, nous aurons un intérim. C'est Joël Semence qui va pratiquer donc cet intérim, ici présent. On connaît aussi ses qualités de diplomatie, technique également. Donc, un intérim qui durera jusqu'à mi-septembre, début octobre. Voilà, une page se tourne avec le départ de notre DGS, mais d'autres, bien évidemment, vont s'ouvrir. Voilà, donc je clôture cette séance. Nous allons passer tout de suite à la commission permanente. Je vais essayer d'être synthétique, rapide, pour vous libérer le plus tôt possible. Il y en a pour 3 quarts d'heure à peine. Donc nous allons passer à la commission permanente. Directement, nous attaquons.